1h30 de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Grand Forum qui démarre sur les chapeaux de roue depuis le début de la semaine. Notamment, on a parlé du vaccin. On a reçu également beaucoup d'invités, docteurs, directrices ARS aussi. Notre invité du début de la semaine, Diana King. Aujourd'hui, on reçoit le recteur de l'Académie de Guyane, Alain Ayong Le Kama. Je vous annonce déjà demain, c'est le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, qui sera notre invité. Alain Ayong Le Kama, recteur de l'Académie de Guyane. Bonjour, bienvenue dans le Grand Forum. Bonjour à vous et merci. Comment allez-vous ? Moi, ça va très bien, comme d'habitude. Je vous souhaite une très très bonne année qui a bien commencé pour vous à titre personnel. Après, on parlera des établissements scolaires tout à l'heure. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. La manifestation n'a pas encore eu lieu. C'est quand on vous épingle en général. Alain Le Kama. Oh, vous savez, je vais déjà commencer par l'essentiel, parce que la Légion d'honneur qui m'est personnelle, l'essentiel c'est quand même déjà souhaiter une très heureuse année à tous les personnels d'éducation nationale, à tous mes élèves, leurs parents et toute la communauté éducative, bien entendu. Donc, excellente année, surtout de santé, et j'espère qu'on sortira assez vite de cette situation Covid difficile. Maintenant, pour ce qui concerne votre question, vous savez, je suis haut fonctionnaire de l'État. C'est évidemment très 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 grand honneur de rentrer dans le cercle fermé des légionnaires, comme exact. On va dire ça comme ça. Et donc, j'espère que cela est une forme de reconnaissance du travail accompli depuis quelques années. En tout cas, moi, j'en suis fier. Mes enfants sont fiers. Ma famille en est fière. Mon épouse en est fière. Donc voilà, je suis très fier de cela. Très bien. Le travail accompli justement, là du coup, en tant que recteur d'Académie de Guyane, on en parle maintenant avec une série de questions. On salue tous ceux qui sont venus nous rejoindre sur le Facebook Live. Vous pourrez débattre par là aussi et poser des questions à notre invité au 05 94 25 76 25. Comment s'est passée la rentrée, monsieur le recteur? Il y a eu une proposition du conseil scientifique pour faire une rentrée le 11. Vous dites non, c'est mieux le 4. D'ailleurs, les mairies aussi, la plupart des mairies ont dit OK pour le 4, sauf la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous appuyez sur... Vous savez, comme tous les décideurs publics ou privés, on a un ensemble d'informations qui nous parviennent et c'est l'analyse fine et agile de ces informations qui nous permettent de décider. Et donc, dans le cas précis de la rentrée du 4 janvier, effectivement, j'avais les préconisations du conseil scientifique territorial, j'avais l'avis des autorités sanitaires, donc l'ARS en particulier, j'ai consulté l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire les représentants du personnel, que ce soit les personnels de direction ou les personnels administratifs et enseignants. J'ai rencontré les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves, et j'ai rencontré effectivement les maires, l'association des maires, avec un vote qui a été fait positif, qui a été pris par l'association des maires. Avec tous ces éléments-là, évidemment que j'en fais la balance. On sait qu'il y a des risques, mais on sait aussi, chacun, dans ses responsabilités, dans ses compétences, en a mesuré les bénéfices. Bien sûr. Et donc là, effectivement, j'ai pris la décision de la maintenir le 4,
Et je pense que ça a acquis une certaine adhésion, et notamment des maires, qui sont mieux placés que quiconque pour connaître ce qui se passe vraiment dans leur commune. Oui, et puis on imagine la problématique des parents qui reprennent le travail, et puis le retard un peu par rapport au Covid. Il n'est pas question non plus de prendre trop de retard sur les programmes scolaires. Tout à fait. Et puis et d'autres choses. Et d'autres choses. Et en plus, vous avez totalement raison. Si j'avais la garantie que une semaine ou 2 semaines, ça laisse tout stopper, peut-être que. Mais au jour d'aujourd'hui, et en plus, un élément supplémentaire, nous avons un suivi quotidien des cas Covid de l'Éducation nationale. Et selon le suivi quotidien que j'opère moi-même, c'est-à-dire mes services, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, rien ne nous dit qu'il faut fermer les écoles. Je vais dire quoi? Et même je vais plus loin pour vos auditeurs. Oui. Au jour d'aujourd'hui, parce que le protocole sanitaire est plus dur dans les écoles, tous les adultes sont masqués, dans les collèges et lycées, tous les élèves sont masqués à l'enceinte de l'école, je vais me permettre de dire qu'ils sont mieux préservés à l'enceinte de l'école que dans la famille. On a tous dans la famille des tantes, des cousins qui viennent, qui n'ont pas nécessairement le masque quand ils sont là. Et les chiffres que j'ai, c'est bien des chiffres, je vais vous les donner, entre la période de la Toussaint et les vacances de Noël, il y a eu, en gros, sur la population guyanaise, il y a eu quelque chose comme 1200 et quelques cas de Covid. L'éducation nationale, qui fait un tiers de la population, devait donc faire un tiers de ces 1200, donc devait faire 400. On a observé, élèves et enseignants compris, dans l'éducation nationale, qu'on en a fait, si je peux me permettre, que 225. Donc, le risque de contamination est 2 fois plus faible en général. Et avec toutes ces données, j'ai estimé que le Covid nous a aussi appris à être humble, modeste, et le Covid nous a aussi appris que la décision doit être dynamique, elle doit s'ajuster dans le temps. Observons, et je n'ai aucun état d'âme sur la suite. Voilà. Alors justement, c'est bien, vous donnez des chiffres, j'avais des questions là-dessus, vous avez déjà répondu, tant mieux. Restons juste sur cette rentrée, après multiples discussions, questions avec les syndicats, moi-même je leur pose la question, mais quelle différence entre le 4 et le 11? Leur réponse est de dire, attention, il y a eu les vacances, ça nous permettait de savoir s'il y aurait eu plus de cas entre le 4 et le 11 justement. Mais à ce moment-là, je repose la question, j'ai dit alors s'il y a plus de cas, ça veut dire qu'on repousse du 11 au 16, etc. C'est des discussions sérieuses qu'on a avec les syndicats. Vous leur répondez quoi pour ceux qui voulaient... Alors, on est rentré le 4-16, certes, mais certains syndicats sont en la dent dure. Oui, je peux comprendre, mais le risque dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que moi, je sais que je ne suis pas autorité sanitaire et que j'ai la modestie de penser que je ne peux pas être à la fois épidémiologue, virologue et ainsi de suite. Moi, je me base sur des choses simples. Les chiffres que nous avons, c'est pas exactement la même ampleur, mais après les vacances de la Toussaint, nous avions déjà cette discrimination dans le milieu scolaire. Le retour de la Toussaint, la première semaine, il y a quasiment 0 cas. D'accord. Voilà. Vous avez l'expérience de ça. Les cas continuent d'évoluer. Après, comme la population, mais le retour de la Toussaint n'a eu aucun impact en termes de cas Covid dans l'éducation nationale. Voilà pour le fameux retour d'expérience. On va y revenir notamment par rapport au premier confinement tout à l'heure. Le Mayuri Santé vous a demandé une entrevue avec directrice ARS, préfet. Ils disent qu'ils n'ont pas eu de réponse, ils sont un peu déçus. Vous leur dites quoi? Je leur dis que je ne suis c'est pas eux qui décident? Non, je ne fais pas l'agenda du préfet. D'accord. Et donc, on peut au moins attendre que le préfet arrive, qu'il s'installe. Et donc, on est 3. Ouais. Il faut croiser les agendas. Et qu'on ne peut leur répondre qu'une fois que les agendas seront croisés. Tout simplement. Le protocole a-t-il évolué en matière d'hygiène dans les établissements? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Protocole sanitaire. Qu'est-ce qui est mis en place
par rapport au premier confinement. On a fait plein de débats là-dessus. Aujourd'hui, peut-être que tout est rentré dans l'ordre, j'ai presque envie de dire. C'est quoi le protocole dans les établissements scolaires aujourd'hui ? Le protocole, il est clair. Il est même un protocole qui est éducation nationale, c'est-à-dire qu'il est national. Et c'est pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde. Pour l'instant, c'est pour tout le monde. Alors, il y a eu effectivement, vous avez raison, un petit relâchement avec qui est compréhensible, parfois, c'est vrai, avant les vacances de la Toussaint. On a elle est stricte, elle est claire, et c'est pas un hasard si à la fois, surtout les maires, sont repartis pour la rentrée parce qu'ils savent qu'ils ont assuré dans les équipements nécessaires pour appliquer les gestes barrières. Au jour d'aujourd'hui, dans les écoles, l'investissement qui a été fait par les collectivités, y compris la collectivité territoriale de Guyane, pour les collèges et les lycées, sont conséquents et qui nous permettent comme ça d'avoir une application stricte des gestes barrières. Et aujourd'hui, effectivement, cette application, on évite les brassages, on évite de faire en sorte d'organiser les récréations avec tout le monde. Donc, tout cela est parfaitement appliqué dans les établissements, et je salue mes chefs d'établissement et les directeurs d'école là-dessus. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à part le petit relâchement qu'on a observé avant les vacances de la Toussaint, les choses sont rentrées dans l'ordre, dans l'application du protocole, et les mairies ont investi, comme la collectivité territoriale, dans les équipements. Malgré tout ce que vous dites, qui est, je me permets, si on parle de chiffres, plutôt rassurant quand vous dites que au retour des vacances de la Toussaint, on a vu l'expérience, et que les chiffres dans la Guyane par rapport aux chiffres dans les établissements scolaires, on voit effectivement que c'est pas par là qu'on attrape le plus la Covid-19. Pour autant, j'imagine que j'aurais juste voulu avoir votre réponse là-dessus. Intervention sur Facebook Live, merci pour les chiffres. Une intervention sur le Facebook Live, Maria qui dit « Monsieur le recteur, j'espère que vous êtes conscient de toute la responsabilité que vous prenez, car je ne vous lâcherai pas. » Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Parce que ça revient souvent sur cette responsabilité. En gros, si c'est grave, on vous accuse, on met toutes les accusations sur vous. J'imagine que c'est pas la première fois que vous l'entendez. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui vous le disent en permanence ? Ça arrive malheureusement souvent. Ah, souvent. Malheureusement. Mais vous savez, quand vous êtes haut responsable, et chacun de nous, dans ses responsabilités quotidiennes, on est obligé parfois. On est là pour prendre des décisions. Et parfois des décisions qui peuvent déplaire à certains. Mais là, je vais profiter de votre antenne pour dire quand même que ça va parfois un peu loin. J'ai même été traité de génocidaire. Je ne sais pas si la personne qui me traitait de génocidaire savait de quoi il s'agissait, un génocide. Et puis je ne peux pas, dans mes responsabilités, priver les élèves de Guyane d'école parce que je veux préserver ma personne. Ce serait trop facile. Je serais le héros de la Guyane si je disais, voilà, on ferme les écoles et personne ne viendrait m'accuser de génocidaire. Non. Ce qui m'intéresse, c'est le bénéfice pour nos enfants. Les bénéfices pour les enfants de Guyane. Et voilà, et en plus, j'ai des chiffres, notamment sous les yeux. Le personnel des établissements, les professeurs apprennent la positivité de leurs collègues par le bouche à oreille. Alors je vous pose la question, normalement ça c'est privé, comment ça doit se passer lorsqu'un professeur est positif à la Covid-19 ? Oui, c'est une excellente question aussi, mais je ne suis pas sûr que quand vous êtes dans votre emploi et que vous puisse le crier sur les toits et que vous sortez de chez votre médecin qui vous annonce une maladie, on publie votre bulletin de santé à tout le monde. Non, ce que l'on fait, et c'est important que tout le monde le sache, il y a un protocole qui est extrêmement strict, qui se fait entre l'éducation nationale, l'ARS et la CAF. C'est que dès qu'il y a un cas positif éducation nationale, l'ARS et la CAF nous envoient tous les cas contacts. Donc il y a une étude épidémiologique qui est faite et on a les cas contacts. Et c'est ces cas contacts-là qui sont informés du fait qu'ils sont cas contacts, et donc on leur demande de s'isoler.
Mais au-delà de cela, vous imaginez bien que c'est une maladie. Et donc, on ne publie pas la maladie des uns et des autres. Oui, c'est privé. Voilà, c'est privé. C'est strictement privé. Oui. Et donc, ce que l'on fait, et pour les rassurer, ces personnels, c'est qu'effectivement, on sort nécessairement et obligatoirement ces personnes du collège ou de l'école. Donc, on freine le risque de contamination pour eux. Et on prend les cas contacts, on les sort aussi. Ça nous est arrivé. La dissémination du virus. Donc, qu'ils en soient rassurés, mais je ne ferai pas de diffusion tableau à l'entrée de l'école ou tableau à l'entrée du lycée avec les noms des cas Covid de l'établissement. Non. Et voilà pour les réponses. Alors, je le dis à nos auditeurs qui appellent déjà au 25 76 25. Encore 2 questions sur la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Ensuite, on passe à autre chose parce qu'on a plein de sujets, notamment, il n'y a pas que la crise sanitaire dans les établissements scolaires, il y a beaucoup de projets à venir également. Donc si vous avez des questions là-dessus, profitez-en maintenant, 25 76 25. Ensuite, on passera à un autre sujet. 25 76 25. Allô, mettez le casque, monsieur le recteur. Le temps qu'ils mettent le casque, de dire bonjour. Bonjour, allez-y. Allô? Bonjour Gilles. Bonjour, Huguette, vas-y. Oui, bonjour Gilles, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, je vous dis dès le départ, je ne vous apprécie pas, et vous le savez parce que vous m'entendez sur les radios. Je trouve que vous n'êtes pas relationnel. Vous ne travaillez pas, vous êtes recteur, donc vous, votre profession, c'est l'éducation, c'est nous apprendre. Mais comment se fait-il que vous ne travaillez pas avec un comité de santé et d'autres comités de santé pour travailler? Vous travaillez seul, en solitude, sûrement avec le préfet, je pense, parce que est-ce que vous êtes conscient? Même si nous étions confinés, vous savez tout ce qui se passe hors confinement. Ces enfants n'ont pas été testés. On ne sait pas qui ils ont fréquenté. D'autres enfants ont été confinés, les parents ont pris les précautions, et vous faites tout le monde rentrer. J'ai appris que un jour avant, on a demandé aux femmes de ménage de faire le ménage. Est-ce qu'il y avait les trucs d'hygiène pour eux? Est-ce que vous savez, monsieur le recteur, que j'ai appris qu'une dame est venue chez moi me dire, parce que moi je suis à côté de la population, qu'un enfant de 5 ans est mort et qu'on leur a dit que c'était le corona. Attention Huguette, c'est grave ça, de dire ça, comme ça. Oui, alors je vais me renseigner, monsieur. Si je suis content, on m'a dit Guéguès, l'enfant est mort, on nous a dit du corona. Oui, mais là j'ai entendu. Pas en milieu scolaire. De la collectivité. Non mais Huguette, pas en milieu scolaire. L'enfant avait 5 ans, ça peut être n'importe quel enfant. Non, il n'est pas dit moi dans les. Oui, mais t'as grave là, à pousser Huguette. Bon, vas-y, continue, continue. Maudito, mouillandimo. Oui, mais bon, maudito, mouillandimo. Il n'est pas dit moi à qui l'école. Oui. Il n'est pas dit moi à l'école. Donc toi, mais continue, allez. Donc, quand on dit que ça n'attaque pas les enfants, et j'ai entendu le président de la collectivité, je ne suis pas quelqu'un qui dit du n'importe quoi. Il n'était jamais même au tribunal. Oui, mais quand tu dis j'ai entendu, c'est chaud. Il a entendu que un enfant de 12 ans, on ne sait pas encore que ce mauvais virus, qu'il l'attaque pas. C'est quoi la question au recteur? Qu'est-ce que tu as envie? Je dis au recteur, soyez un petit peu plus relationnel avec les instances concernées. Merci, monsieur. Très bien. Vous voulez rebondir sur les propos? Non, je crois que c'est pas... Attention aussi, Huguette, là, je le dis, là. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Lorsqu'on dit j'ai entendu dire, j'ai entendu, franchement, faut éviter. Voilà, si vous avez des questions là-dessus liées à la Covid-19, la crise sanitaire, n'hésitez pas. 05 94 25 76 25, parce qu'après on va passer à autre chose, bien sûr. Redonnez-nous les chiffres de contamination au milieu scolaire, monsieur le recteur, et ensuite on passe à d'autres questions. Oui, les contaminations en milieu scolaire depuis la... En Guyane, hein? En Guyane, oui, tout à fait. Depuis la Toussaint, on a eu compté 225 cas de Covid, élèves
et enseignants compris. Sachant que dans la même période, en Guyane, on en avait 1200 et quelques. Voilà, merci pour tous ces chiffres et toutes ces informations. Voilà pour la crise sanitaire. Si vous avez des questions, c'est maintenant, parce que je voudrais pas qu'on se mélange. On a plein de sujets à aborder, notamment avec Alain Ayong Lekama. On s'est renseigné également, statut des directeurs qui doivent évoluer. Il y a les directeurs qui sont à l'écoute là en ce moment. Qu'est-ce qui doit évoluer? Apparemment, c'est peut-être la crise sanitaire qui a fait que ça. Des directeurs demain. L'évolution, c'est plus d'autonomie et plus de responsabilité. Aujourd'hui, l'organisation éducation nationale font que contrairement aux chefs d'établissement du second degré, les directeurs d'école ne sont pas directeurs au sens de l'administration publique. Et donc, ils ont un supérieur hiérarchique qui est l'inspecteur de circonscription. Et donc, c'est l'inspecteur de circonscription qui décide. D'accord. Donc, on va leur donner plus d'autonomie dans l'organisation pédagogique de leur école, plus d'autonomie administrative dans la gestion de leur personnel. Voilà ce qu'on essaie de faire des directeurs d'école, et la mise en œuvre sera dès la rentrée prochaine. D'accord, très bien. On parle du nouveau bac également. Cette année, les premiers élèves expérimentent cette mise en place. Donc la mise en place, professeurs, élèves, comment ça se passe? Le nouveau bac. Le nouveau bac, ils arrivent à leur 3e année d'application du nouveau bac. Le nouveau bac, c'est schématiquement, c'est 40% de contrôle continu, c'est-à-dire que l'élève qui a bien travaillé depuis la seconde, il arrive aujourd'hui en terminale, il a déjà 40% à peu près de de son assiduité qui est prise en compte. De l'autre côté, il y a un nouvel exercice qui est le grand oral qui est maintenu, qui permet aux élèves de s'exprimer à l'oral, parce que quand on recherche un emploi aujourd'hui, c'est en général à l'oral que ça se fait, donc le grand oral est maintenu. Et puis il y a les épreuves classiques habituelles. Très bien. Les conséquences du premier confinement, est-ce que vous avez constaté des lacunes dans certaines matières? Qu'est-ce qui a été mis en place pour les enfants qui ont eu des difficultés? J'avais envie de parler de retour d'expérience également là-dessus. Dites-nous. Non, mais c'est clair. Là aussi, on va pas se cacher. On va essayer d'être transparent. Il y a eu quelques difficultés qui sont de deux types. Une difficulté déjà sur les équipements des familles. Et le fait que beaucoup de familles n'étaient pas équipées avec des ordinateurs et ainsi de suite. Ouais, pour le télétravail. Non, et surtout pour la continuité pédagogique. Bien sûr. Que les enseignants envoyaient les documents via Internet aux familles. Et quand les enfants n'étaient pas équipés, bien évidemment, ça posait quelques sujets. On a eu la chance, et je peux me permettre de le dire, d'être accompagné à ce niveau-là par une association qui s'appelle Guyaclic, qui nous a aidés elle a récupéré des ordinateurs et elle les a rafraîchis et on a distribué avec la préfecture, on les a redistribués aux familles. On a la fondation. C'est bien de dire ça. C'est des choses qu'on n'entend pas. Tout à fait. On a la fondation Orange qui nous a accompagnés aussi. Je vais me permettre de le dire. Oui, bien sûr. Qui a offert des box 4G à certains de nos élèves. 200 élèves ont bénéficié de box 4G. Bravo. Donc, on a eu ces situations-là qui ont entraîné effectivement une rupture de continuité pour certains de nos élèves. Et bien entendu, il y a la question de l'isolement. Oui, l'intérieur du pays, c'est compliqué. Tout à fait. Et là aussi, je salue les initiatives. J'ai par exemple à Mana, il y a une petite association qui est liée à la mairie, qui allait de bourg en bourg pour déposer les outils pédagogiques aux enfants. Les enseignants, évidemment ils ont fait la même chose, c'était de la continuité physique, on remettait des documents. Mais après, comme on a été confinés totalement, les enseignants, évidemment, ils ne pouvaient plus bouger. Donc ça a rendu les choses d'autant plus difficiles. Et pour que les choses soient très claires, et c'est pourquoi le débat aujourd'hui sur est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on ne rentre pas, il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu. Au jour d'aujourd'hui, Monsieur Vernet, j'ai à peu près 5% des élèves qui sont complètement sortis du radar pendant les 7 mois que nous avons. Ah oui, c'est vrai. Qui sont sortis et où on n'a même pas de traces. Oui. Voilà. Il y a 20% qui sont en risque de décrochage
parce que la continuité pédagogique était intermittente. Donc tout ça faisant, c'est pourquoi j'avais demandé aux inspecteurs, aux enseignants, aux chefs d'établissement, que pendant la période entre les vacances de la rentrée de septembre et la Toussaint, qu'il y ait des séquences de rattrapage accélérées. D'accord. Pour tous ces enfants qui étaient en difficulté. Et puis, vous voyez bien, autre chose que nous avons constaté et qui pèse aussi pas mal dans les décisions que nous prenons aujourd'hui, il faut que vos auditeurs comprennent que dans le contrat familial vis-à-vis des enfants ont juste explosé. Ouais. Et de même, les situations sociales se sont dégradées, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'avaient plus accès à la cantine scolaire, et donc ça posait quelques difficultés, y compris donc des difficultés alimentaires. C'est pourquoi nous avons mis en place un accompagnement social, mais cet accompagnement social était massif, parce que le besoin était massif. Donc, cette crise-là a fait beaucoup de mal, et a révélé pas mal de choses, notamment, pas seulement, mais des choses liées, dommages collatéraux, liés aussi à l'éducation. Et il a fallu pallier au fur et à mesure. Absolument, absolument. Et donc maintenant, on a l'organisation, on a mis en place une organisation qui est aujourd'hui pérenne. Ce qui fait que les chefs d'établissement savent comment utiliser leurs fonds sociaux. Les services sociaux du rectorat avec les assistantes sociales savent comment opérer. Donc on a appris, on a un peu d'expérience aujourd'hui. Et je vais finir en disant que dans les choses qui ont été faites, j'ai pas inauguré avec la Fondation Orange, nous avons aussi pu, avec la collectivité territoriale, participer à un projet national, le programme numérique éducatif, dans lequel on a équipé un certain nombre de collèges, quasi la totalité de nos collèges, en équipement. On a été lauréat au niveau national d'un programme qui nous permet d'avoir aujourd'hui d'équiper 43 écoles. Les résultats sont sortis hier. Et donc on avance. Je vous ai dit qu'une bonne partie du blocage aujourd'hui, c'était la question d'équipement, la question de la connexion. Les enseignants savent faire, ils ont démontré qu'ils savaient faire, et donc on est beaucoup mieux préparé que la première fois, mais bien évidemment, ce n'est jamais totalement la panacée, parce que les situations géographiques de certains de nos élèves, c'est vrai que pour faire de la continuité pédagogique à Taluène, à Trois-Sceaux, il faut savoir l'organiser. Oui, non, bien sûr. On rappelle que la Guyane, c'est comme ça, géographiquement parlant, contrairement à d'autres régions de France, notamment. Merci pour ces réponses quand on parle de retour d'expérience. On constate également, monsieur le recteur, de plus en plus de violence aux abords des écoles. On en a même fait des débats ici même, sur Radio Pays. Comment mettre, parce que je dis pas quels moyens mis en place, comment mettre ces moyens-là quand on sait qu'on peut pas mettre un policier devant chaque établissement scolaire, quand on sait aussi que les collectivités ont du mal à suivre. C'est quoi le lien? Vous avez fait des réunions, j'imagine. Il faut quand même rassurer les parents. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, on a fait souvent des réunions avec toutes les forces de l'ordre et surtout les collectivités locales. Nous avons mis en place déjà qu'on déploie sur tout le territoire. C'est nouveau ça, non? C'est nouveau? Non. Ah d'accord. Sauf qu'on a renforcé Très bien. On a renforcé à la fois la mobilité mais aussi les effectifs. Très bien. On a une meilleure coordination à la fois avec les forces de l'ordre national, c'est-à-dire les gendarmeries et la police, et les municipales avec les polices municipales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque établissement scolaire, premier comme second degré, a un référent gendarmerie et un référent police. C'est-à-dire qu'un interlocuteur privilégié et qui connaît l'établissement, qui connaît comment ça se passe. Cela n'empêche, on ne peut pas se le cacher, qu'il y a des endroits qui restent extrêmement tendus. J'ai autorisé que les gendarmes puissent rentrer avec l'autorisation du chef d'établissement et maintenant, changement de statut du directeur d'école,
avec le changement avec l'autorisation. Ils seront plus autonomes. Ils seront plus autonomes et donc ils auront plus de responsabilités. Donc ils pourront eux décider si la gendarmerie rentre ou pas dans les écoles. Nous faisons des fouilles. Nous faisons des fouilles de sacs de manière aléatoire sur l'ensemble du territoire, notamment dans les endroits où on sait que c'est tendu. Mais je pense que la clé qu'on essaye de structurer, nous avons commencé la convention évidence, c'était une convention régionale. Il y avait quoi dedans? C'est comment on organise les interactions entre les forces de l'ordre et tout, et comment surtout comment on renseigne. C'est-à-dire que chaque jour, donner des détails, mon directeur de cabinet, sécurité qui était fait à l'éducation nationale, qu'il échange avec les forces de l'ordre, les renseignements territoriaux et les polices municipales concernées. Donc ils échangent un échange d'informations. Et ça permet d'aller plus vite en attendant que les choses, qu'on aille porter plainte et après que parfois on part porter plainte le lendemain et ainsi de suite, toutes les forces ont la même information. Ça, c'est ce qu'on a fait. Mais sauf que cette information aujourd'hui, elle est régionale. Et je pense que l'avancée sur laquelle on peut aller, et qu'on a déjà commencé de faire, c'est la décentraliser au niveau des communes, au niveau des CLSPD. Et que là, parce que l'acteur majeur qui manque aujourd'hui dans l'organisation de la convention évidence, c'est les parents d'élèves. Mais pas forcément des parents d'élèves au niveau régional. Il faut que ce soit les parents d'élèves de l'établissement, de l'école concernée. Et donc, il faut trouver un mécanisme qui nous permette d'impliquer plus fortement les parents d'élèves. On n'y arrivera pas s'il n'y a pas une implication forte des parents d'élèves dans le dispositif. Vous avez quoi comme information sur ces violences-là? Quel type de violence? Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces jeunes? C'est quoi? On vole des téléphones? Les jeunes ne doivent plus trop les mettre avant de rentrer à l'école? C'est quoi ce type de violence-là? C'est peut-être pas forcément nouveau d'ailleurs. Non, c'est pas aussi nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça aujourd'hui, on a de plus en plus de faits de violence dans le premier degré. Et deuxièmement, c'est la violence physique qui est aujourd'hui la violence la plus forte. Ce n'est même plus du simple vol de téléphone. L'utilisation des armes blanches devient légion dans les collèges. D'accord. Plus même que dans les lycées. Donc on a tous les chiffres. Ça aussi, on suit ça de très très près, vous imaginez bien. Oui. Mais il y a vraiment deux avancées qui sont extrêmement fortes. Les faits de violence sont de plus en plus jeunes et la nature des violences est de plus en plus dure. Et notamment avec l'utilisation d'armes blanches. Voilà pour la violence aux abords des établissements scolaires. Il y a certaines questions, je l'ai dit en début d'émission, j'ai appelé quelques syndicats, quelques instituteurs, quelques professeurs un petit peu pour savoir quels étaient leurs problèmes notamment. En vous posant la question, vous imaginez qui la pose celle-là notamment, connaissant la richesse linguistique de notre territoire. Le rectorat a-t-il une politique de langue clairement affichée? Quelles sont vos ambitions sur ce sujet? Je pense que la réponse est dans la question. C'est-à-dire tout simplement qu'on ne peut pas, dans un territoire comme le nôtre, qui est aussi riche, effectivement... Question SE-UNSA. Oui, bien sûr. Qui est aussi riche culturellement et linguistiquement. Évidemment que nous faisons les plus gros efforts qu'il faut pour l'apprentissage et l'enseignement des langues en Guyane. Je vais juste dire... C'est une vraie richesse, ça, si on prend vraiment ça à bras-le-corps. C'est non seulement une vraie richesse, mais en plus, les élèves ont besoin de maîtriser un certain nombre de concepts dans leur langue d'origine ou de leur langue maternelle pour pouvoir mieux appréhender les concepts fondamentaux de leur éducation. Donc ça va plus loin que le simple fait que ce soit une richesse à préserver. Il faut l'utiliser au sens primaire du terme, il faut l'utiliser au sens économique du terme. Il faut l'optimiser. Donc on essaye de faire
On a, vous le savez, plus que doublé les interlocuteurs en langue maternelle depuis l'événement de 2017. Nous avons aujourd'hui mis en place une certification, qui est une certification, une habilitation, parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont de langue créole, de langue bushinengue, mais qui n'ont pas le droit d'enseigner dans ces langues-là parce qu'ils ne sont pas habilités, ils ne sont pas certifiés. Absolument. Et donc, nous avons mis en place un processus accéléré d'habilitation et de certification qui est aujourd'hui en place. Nous avons eu quelques difficultés, c'est vrai, dans l'organisation de la formation qu'on avait mise en place, qui devait permettre de faire passer les intervenants de langue maternelle au statut de professeur des écoles, mais des freins qui ont été plutôt administratifs remis en place dès cette rentrée-là, donc ça a commencé. Mais non, pour aller plus loin, on a les meilleurs enseignants, y compris à l'université, de langue, de linguistique, de didactique, et si on ne met pas toute cette richesse-là au service de nos élèves, bien entendu, on passe à côté de quelque chose. C'est important, la différence entre... Donc vous y êtes sensible et vous faites ce qu'il faut pour que ça puisse absolument, mais sauf évidemment que, comme d'habitude, je vais au rythme de ce qui est possible. Oui. Et je comprends évidemment que l'UNSA et donc l'interlocuteur, le représentant du personnel qui vous a posé la question, Monsieur Briquet, je comprends qu'il souhaite que j'aille plus vite encore. Ça, j'entends. Mais je fais au mieux. Et très sincèrement, on est non seulement ultra sensible à cette question-là, au sens philosophique du terme, mais en plus, je pense que c'est tout simplement très utile. La vraie différence entre un élève de je ne sais pas quelle région métropolitaine et un jeune Guyanais, c'est que l'avantage du jeune Guyanais, c'est qu'il peut avoir accès au moins à 3 langues, voire 6 langues, voire plus. Et donc, si on ne lui donne pas cet avantage comparatif, si on ne lui donne pas cette opportunité, bien évidemment qu'il faudrait qu'on la lui donne. FSU, éducation FSU, comme vous pouvez l'imaginer. La dernière fois que vous étiez venu, monsieur le recteur, bon, ça c'est un problème récurrent, mais savoir comment les choses avancent là-dessus. Chaque fois qu'un professeur est absent, toujours une difficulté pour le remplacer. Il y a toujours ce manque de professeurs. Quel message vous voulez faire passer à notre jeunesse guyanaise? Allez faire vos études par là, il nous manque des profs. Enfin, c'est pas simple ici en Guyane. C'est très bienvenu, hein, c'est très bienvenu. Oui, allez tous passer les concours pour devenir prof, on en a besoin. Concours, oui. On en a absolument besoin. Faites vos études, on en a besoin. Oui, parce que quand j'organise des concours, par exemple, de professeurs des écoles, oui. Il y a pas beaucoup. Il y a des années, oui. Il y a des années, j'ai pas autant d'admis que j'ai de places. D'accord. Oui. Oui. C'est terrible. Ça veut dire que je rends des postes. Ouais. Oui. Ouais. Donc, oui, jeunesse guyanaise, allez-y, on en a absolument besoin. Et pourquoi le remplacement est compliqué? Pour ces 2 raisons. Quand vous êtes tendu sur le nombre de profs, et qu'il y a déjà, et je les remercie, qui acceptent de surfaire des heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont saturés aussi, ils ne peuvent pas en prendre d'autres. Et puis, il y a la question de l'attractivité, qui fait que dans certaines disciplines où c'est tendu au niveau national, anglais, maths, physique, chimie, d'attendre jusqu'au mois de décembre, voire même au mois de janvier, ça arrivait dans certaines disciplines pour trouver quelqu'un qu'on allait chercher en Espagne. Vous voyez? Donc, oui, les jeunes Guyanais, allez-y, nous avons des postes, nous avons des places. Et en plus. Là, il y a du travail, là. Il y a du travail. Merci de me non, mais c'est important, je le sais, c'est récurrent. Non, mais en plus, ça va plus loin, M. Vernet. Oui. Aujourd'hui, tous les jeunes Guyanais qui veulent faire des études de professorat d'école, professorat des collèges, je les accompagne financièrement depuis la 2e année.
Un accompagnement qui peut se rajouter à la bourse des... C'est fort ce que vous dites là. Je le dis. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle les AE2 Pré-Pro. Ils me donnent 8 heures de leur semaine, dans lesquelles en plus je renforce la formation, mais que ce soit 2e année, 3e année et 4e année, et puis passe au concours derrière, je les accompagne autour de 500 € par mois. Je les accompagne autour de 700 € en 2e année, en 3e année, et encore plus l'année d'après. Donc, allez-y, nous faisons ce qu'on peut pour essayer de créer ce vivier local auquel je crois. Aujourd'hui, j'ai mis en place des concours internes de professeurs qui concernent les professeurs que nous avons contractuels. Si je me permets, j'ouvre ce concours qui est réservé donc aux enseignants déjà contractuels, et je mets beaucoup de place. La première année, ça a été corrigé grâce notamment à l'information qu'ont faite les syndicats. La première année, ils sont tous allés faire le concours national, concours externe, et je me suis retrouvé avec mes places. Avec mes places, d'accord, mes postes. Donc, comme je ne peux pas les déployer ailleurs, donc j'appelle tous les contractuels à passer les concours internes. Nous allons continuer de mettre des postes sur les concours internes. L'avantage des concours internes, c'est que ça concerne des gens qui sont déjà sur place, et donc ça vous concerne directement. Et comme vous êtes déjà sur place, ça veut dire que vous connaissez le pays, ça veut dire que vous êtes déjà intégré, et ça veut dire que forcément vos enseignements sont mieux adaptés. Voilà. Voilà, merci pour ces informations-là. J'espère que ceux qui doivent l'entendre, l'entendent aujourd'hui, ce matin dans le grand forum. Franchement, allez-y. Pourquoi je le dis moi-même aussi? On a des enfants et on sait quand les parents sont absents, et puis à chaque fois qu'on fait un débat, on parle de ce problème-là récurrent qui peut, parce qu'il faut pas être fataliste dans la vie, qui peut se régler si les Guyanais prennent ça en main, quoi, tout simplement. C'est nous-mêmes, là, on parle de nous-mêmes. À plusieurs reprises, autre question, monsieur le recteur, à plusieurs reprises, l'Observatoire de la compte tenu des problématiques locales. Oui, je sais aussi d'où vient la question. Bien sûr. Non, c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'Académie de Guyane il y a déjà 4 ans, ça faisait déjà un moment que la question d'observatoire n'existait plus. Il y avait des travaux d'observation qui étaient faits par le Conseil économique, social et guyanais, mais il faut un outil éducation nationale. Mais cet outil est conditionné par 2 choses. La première, c'est que pour faire un observatoire, il faut partager des chiffres. Et donc, il faut produire ces chiffres. Et ça fait quand même quelques années que nous n'avons pas fait de bilan sociaux. Donc, l'année dernière, on a pu faire un bilan social sur 3 ans. Et là, on a recommencé les bilans sociaux. Donc, on a des chiffres qu'on peut partager avec tous les interlocuteurs de la communauté éducative dans le cadre de cet observatoire. Parce que vous voyez bien que une des difficultés que nous avons, c'est que, j'ai déjà écouté une fois sur votre antenne, par exemple, sur le nombre d'élèves non scolarisés en Guyane. J'allais y venir. Chacun a son chiffre. J'allais y venir, c'est ma prochaine question. Oui, mais sauf que vous avez compris que moi je m'occupais de la scolarisation. Et donc les enfants qui ne viennent pas à l'école, je les connais pas. Et donc je peux pas aller les compter. Oui, mais je m'occupe de ceux qui sont à un moment ou autre dans les communes pour s'inscrire à l'école. Mais après, derrière, tout le monde a un chiffre. J'ai entendu des chiffres qui allaient même à des, je sais pas. Bon, bref. Moi-même, j'étais étonné de ces chiffres. Voilà, je sais pas d'où ils sortent. Mais l'observatoire, on a, comment dire ça? On l'a relancé. On a même déjà eu, il le sait, Monsieur Briquet, la première réunion de l'observatoire. Et elle est constituée. Sauf qu'avec, depuis le mois de mars,
et les situations que nous avons vécues, évidemment, on a pris du retard. Mais tous les éléments aujourd'hui sont sur la table pour faire fonctionner cet observatoire. Et on a le bilan social. On a déjà fait la réunion de lancement. Et donc, il suffit qu'on retrouve le moyen de se réunir. C'est quand même mieux, quand on parle chiffres, quand on parle de ces choses-là, d'être en réunion plénière. C'est quand même plus efficace. Mais oui, c'est là qu'on prend les décisions. Voilà. Dans les textes, l'observatoire, il existe, il a été installé. D'accord. En présence de toutes les personnes concernées, et y compris les représentants des personnels. Alors justement, les chiffres qu'on entend dans nos débats de jeunes pas scolarisés du tout, un recteur, ça anticipe. Quelles sont les discussions que vous avez avec mon prochain invité de demain? Prochain invité de demain, c'est le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, en charge des constructions de collèges et lycées, notamment pour éviter qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui ne seront pas du tout scolarisés ici en Guyane. On sait ce que c'est, hein, un jeune pas scolarisé, on sait ce que ça donne plus tard. Est-ce que vous êtes ambitieux, notamment pour l'avenir? Oui, bien évidemment, moi. C'est lié à la collectivité territoriale de Guyane, de toutes les façons. C'est pas vous qui construisez ni lycée ni collège. C'est pas moi qui l'ai construit, c'est pas moi qui ai construit non plus des écoles primaires. Les écoles primaires, bien sûr. Donc c'est les maires. Oui. Et c'est pourquoi je vais revenir, c'est pas pour dévier, je vais revenir avec le président de la collectivité. On partage nos services, travaillent quotidiennement sur les prévisions d'effectifs, sur les zones de tension. Où est-ce que ça va se passer? Et est-ce qu'on a besoin d'équipements en particulier? Est-ce qu'on crée telle ou telle filière nouvelle? Parce que chaque fois qu'on crée une filière nouvelle, une offre de formation nouvelle pour les Guyanais, évidemment, il faut les équipements et c'est la collectivité qui en prend la charge. C'est du quotidien. C'est-à-dire que là, on a même encore une question qu'on doit régler, il vous la dira peut-être demain, mais qu'on doit régler rapidement. Sur les transformations de certains lycées pour améliorer l'offre de formation. C'est quotidien, c'est vraiment quotidien. Et au jour d'aujourd'hui, même si effectivement les capacités d'accueil dans les établissements deviennent saturées, on n'a pas encore de situation où la raison pour laquelle un élève reste chez lui, c'est parce qu'il n'y a pas de place. D'accord. Ce qui peut nous arriver, parce qu'on n'a pas suffisamment de place dans ces filières-là, on n'est pas encore au point où l'élève reste à la maison. Ce qui nous arrive dans le premier degré. Et je vais pas, c'est pas un scoop de dire que dans l'île de Cayenne, par exemple, la liste d'attente des élèves est encore aujourd'hui assez grande. Vous voyez? Donc, il y a des problèmes d'infrastructure, de capacité, mais il y a aussi les problèmes quand vous dites, quand vous faites un enseignement où vous faites 6 mois sans prof, ainsi de suite, pas parce que le restaurant adore, comme certains disent, mais parce que on a du mal, parce qu'il n'y a pas de prof, on a du mal à les trouver, même en créant des incitations. Évidemment que les risques, et puis les conditions, le contexte social de certains de nos élèves, on en a parlé tout à l'heure, font que les risques de décrochage sont assez grands. Donc, où est-ce qu'il y a des tensions sur le recteur? Dans le sens où il faut absolument construire des écoles primaires, collèges, lycées. Je sais qu'il y en aura un à venir. Bon, on va en parler avec le président de la CTG demain. Saint-Georges, dans l'ouest également, si ma mémoire est bonne. Tout à fait, Marie-Passoula. Saint-Laurent. Saint-Laurent du Marronnier. Ah oui, Saint-Laurent, c'est obligatoire. Tout à fait. Vous craignez qu'il y ait des tensions à venir où? Non, les zones de tension sont, dans le premier degré, elles sont bien connues. Dans le second degré aussi. Il faut très très vite que le lycée de Macouria sorte. Tout simplement. Et ce qui devient très, très Damas, Balata et ainsi de suite. Matoury, vous savez combien d'élèves de Matoury viennent chaque matin? Dites-nous. Environ 700. Chaque matin. Des élèves de Matoury. Donc, si on construit le lycée de Matoury, vous voyez, ça va désengorger, et notamment tous ces embouteillages, ce qui me permet de faire la transition des transports scolaires.
là encore une compétence de la CACL. Comment ça se passe avec vos services? Et vous avez un œil sur justement ces transports scolaires à venir, parce que ce n'est pas le tout de construire des établissements scolaires si le transport ne suit pas non plus. Tout à fait. Comment ça se passe avec la CACL? Est-ce que vous travaillez main dans la main? Est-ce que ça se passe bien? On en a fait des débats là-dessus aussi. La CACL n'est compétente que sur... Oui, effectivement, sur 6 communes. Et voilà, Oui. et c'est la CTG. C'est la Guyane. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est la CTG, et Vous avez notamment raison de le dire. et tous les transports fluviaux et consorts qui sont difficiles à organiser. Vous avez raison de le dire. Et non, c'est tout ça pour dire que non, ça c'est bien la preuve qu'on travaille quotidiennement et que notre collaboration elle est fine avec la collectivité. Je me cache pas de dire qu'effectivement, y compris personnellement avec le président de la collectivité. Donc je le dis publiquement, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et il le sait. Mais pour revenir à la question des transports, mais bien évidemment, c'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant sur les questions de transport. Quand on a les effectifs d'un établissement, évidemment qu'il faut qu'on fasse des simulations de la CACL qui se font très très bien, je l'ai déjà dit, c'est vraiment très... Vous tapez comme ça, vous savez d'où sortent les élèves et ainsi de suite. Donc on leur donne les adresses des élèves et comme ça permet d'organiser de façon optimale. D'accord. De la même façon, avec la CTG, les services transport de la CTG, nous faisons exactement pareil. Voilà. Et donc c'est un échange qui est permanent. Et l'anticipation des établissements à venir, parce que je le dis aussi, je l'ai déjà dit à votre antenne, sur toutes les constructions scolaires, collèges et lycées, j'ai participé moi-même, j'ai dit bien moi-même, au jury de concours, et je suis les travaux, mes équipes suivent les travaux quotidiennement avec les équipes de la CTG. Donc on est, oui, les poses de première pierre, évidemment, j'étais bien présent, et on les attend. On les attend, que ce soit Saint-Laurent, que ce soit Marie-Passoulard, que ce soit Macouria, Matoury, on les attend. Et Saint-Jean, c'est bien parti. Avant mes dernières questions, monsieur le recteur, qu'est-ce qu'il y a dans votre agenda à venir? Vous travaillez sur quoi en ce moment? En ce moment? Oui. Ah, merci de me poser la question. Il y a Sophie Danzna qui est là, qui est ma chargée de com. Je travaille sur quoi actuellement? Juste là, qui m'occupe un peu, outre le fait que il y a des sujets qui sont des sujets importants. C'est-à-dire, il y a des sujets on va essayer de transformer l'organisation de l'éducation prioritaire chez nous. Il y a 3 académies métropolitaines qui ont été retenues pour cela. Je souhaite absolument que la Guyane y soit. Pourquoi? Parce qu'on est éducation prioritaire partout, mais on a déjà beaucoup de mal à attirer les enseignants sur le littoral. C'est encore une fois pire sur les sites de l'intérieur. Donc il faut créer des conditions d'accélération de carrière, des conditions d'incitation qui permettent que un titulaire se dise: si je vais à Marie-Passoulard, si je vais à Papaïston, je vais donner 3 ans, 4 ans, 5 ans, et derrière, ma carrière va s'accélérer. Donc, c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, parce que le mouvement des enseignants fait que chacun choisit l'endroit où il y a de la place. Et donc, on s'agglomère, ce qui est normal et naturel sur le littoral, quasiment tous les titulaires. Et donc, pour le bénéfice de ces enfants-là, il faudra faire ça. Donc, deuxième chose sur laquelle je travaille. Oui. On demande aux auditeurs d'être patients, là. Les auditeurs qui attendent. Je vais aller c'est important. Et c'est pourquoi je disais que ma chargée de communication était... Alors, on prend l'auditeur et on y revient. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Allô? Oui, monsieur le recteur. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que, avant de partir, parce que maintenant on voit qu'on vous enlève comme ça du jour au lendemain, est-ce que la prochaine fois que vous viendrez, vous pourrez nous dire véritablement les améliorations que vous avez pu faire pendant 4 ans et qui permettront à nos étudiants qui partent tous en études
là-bas, les élites notamment, qui ne reviennent pas. Qu'est-ce que vous avez pu améliorer pour qu'ils puissent revenir dans ce pays, travailler pour notre jeunesse? Oui, très bien. Merci. Merci beaucoup pour la question, madame. Et juste avant, je rectifie, parce que tout à l'heure, je vous ai posé une question, j'ai dit déscolarisation, je voulais dire scolarisation. Hein. Donc, voilà, okay. C'est important. Allez-y. Voilà, très bien. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Et je vais quand même dire ce que fait ma chargée de com actuellement, c'est que comme nous ne pouvons pas faire des vœux, comme d'habitude, des vœux traditionnels avec 300 personnes et les personnels, nous sommes en train de travailler sur un tour des établissements de Guyane pour que le recteur, au lieu d'avoir les personnels qui viennent, pour que le recteur aille vers les personnels pour leur souhaiter les vœux. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour revenir maintenant à la question de la dame, oui, un bilan, oui, je le ferai sans doute. Mais très sincèrement, on a fait quelques petites choses quand même qui sont importantes. Et sur la question que vous posiez pour le retour des élèves, des élèves guyanais qui vont en métropole, c'est une vraie question. On a apporté 2 petits éléments de réponse. La première, c'est que aujourd'hui, vous voyez, quand un étudiant en Guyane fait bac plus 1, 2, 3, notamment à l'école de commerce de la chambre de commerce, le GC, oui. Le GC, oui. Il va en métropole. Ce que nous avons créé avec le président de la collectivité territoriale et avec le président de l'université, c'est un cycle bac plus 4, bac plus 5, qui fait que ces jeunes-là vont continuer leurs études en Guyane, et mieux, c'est un cycle commun avec la Sorbonne. Ça veut dire qu'ils sont, c'est intéressant, ça. Ils sont double diplômés à la sortie. D'accord. Ils sont diplômés de l'université de Guyane et diplômés de la Sorbonne en management, en gestion des RH, des métiers sur lesquels on a des vrais besoins en Guyane. Donc ils peuvent rester en Guyane. Et même si ça fait du bien de partir, mais souvent quand on part, on revient pas. Donc c'est bien de rester. Et ça fait 2 ans que ça marche. Oui. Ça marche très 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 bien. Oh, bah, super. C'est-à-dire que sur les 25, c'est des promotions de 25. On a des 200 candidatures pour les 25 classes. Donc ça marche. D'accord. Deuxième chose qui marche aussi, mais c'est pas exactement le même mécanisme, et là c'est le CNES qui nous accompagne et que je veux remercier ici, c'est que on a un système de bourse CNES de 5 ans pour des formations qui n'existent pas en Guyane, mais la condition pour accéder à ces bourses-là, c'est de signer un contrat moral qui dit que je reviens. 5 ans en métropole, je reviens. Ça fonctionne, ça, il y a du recul. Ah oui. Ils reviennent. Ah oui, ils reviennent. Et puis, et comme avant le Covid, il y en a 2, les 2 premiers de ce dispositif-là ont été recrutés par le CSG. Voilà. Et donc, ils sont là, ils sont ingénieurs CSG. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. Superbe. Donc, on continue d'avancer dans ce cadre-là, mais on essaye de faire des choses. Mais je vous ferai un bilan. Avant que je vous demande de vous adresser notamment à tous ceux qui nous écoutent, les professeurs, les instituteurs, les syndicats et autres, le message que vous voulez leur faire passer, on est dans cette période de vœux. Moi, j'ai une question à vous poser. Lorsque les vaccins vont arriver, vous vous faites vacciner, monsieur le recteur ? Je ne suis pas personnel prioritaire. Oui. Voilà, et donc dès que j'aurai le moyen de le faire, je le ferai. D'accord. Mais je ne veux pas passer parce que j'ai des privilèges, je ne vais pas passer devant les autres canons. Vous savez très bien que ma question, c'était pas par rapport à ça, c'est juste pour rassurer les gens. J'ai très bien compris votre question. Et non, il faut un peu de civisme aussi. Oui. Et le civisme m'impose d'attendre que les autorités sanitaires décident quand sera mon tour. Mais à mon tour, j'ose me faire vacciner. Voilà, c'était ma question. Lorsque ça sera votre tour, vous ferez vacciner. Quel message vous voulez faire passer avec cette année qui s'est terminée, une nouvelle année qui arrive, dans une crise sanitaire qu'on pensait derrière nous quand on allait aborder 2021 ? Non, on est dedans. Et c'est mondial, donc la Guyane aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élèves ? Oui, ça veut dire que je m'adresse à 100 000 personnes. Vous voyez, vous avez la responsabilité que cela est. C'est ça. Non, je pense que ce que je veux leur dire, c'est que on peut faire confiance à notre institution éducation nationale
pour continuer de faire avancer nos élèves, pour continuer de former la jeunesse de Guyane demain, et que la difficulté qu'on a aujourd'hui et qu'on observe, c'est que il y a une sorte d'angoisse qui se nourrit, une sorte de peur. Je vais leur demander de juger, d'essayer, c'est pas simple, on le fait tous, sur les faits, et que ce n'est pas les réseaux sociaux qui donnent la température sanitaire. Il y a des chiffres, l'ARS fait son travail, mais on se nourrit comme ça aujourd'hui, et c'est ça qui crée une angoisse qui est compréhensible, mais qui fait que on sort des débats parfois, des débats rationnels et apaisés. Donc, faisons-nous confiance. Nous l'avons déjà démontré. Quand j'ai dit nous, c'est la communauté éducative. Nous avons déjà démontré que nous avons de réelles capacités de résilience, de réelles capacités de rebond. La manière dont on a géré en Guyane le premier confinement, malgré la surprise, compétence, c'est juste le recteur, mais chacun, il y a eu des innovations majeures, des enseignants, des CPE, des chefs d'établissement. On sait se prendre en main, donc faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance et faisons confiance en notre capacité de rebond et faisons-nous confiance dans notre résilience. Et que, je vais leur dire enfin, que comme je l'ai dit en introduction, évidemment, chacun de deux élèves, parents d'élèves, représentants du personnel, je vais leur dire qu'effectivement, cette année, on espère, moi j'y crois, parce que je suis d'un naturel plutôt optimiste, j'y crois, mais en même temps, je suis pragmatique, c'est-à-dire je regrette en face. Je leur souhaite une excellente année. Malgré cela, c'est pas parce qu'on n'est pas conscient. J'espère juste que cette vilaine chose nous laissera tranquilles très vite, mais que nous fassions confiance. Nous savons faire, parce que nous avons déjà démontré que nous savons faire, grâce à eux, grâce à chacun d'eux, dans leur domaine de compétences. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Je rappelle, Alain Ayang-Le-Kama était notre invité du Grand Forum. Et puis, passez les concours, hein? Absolument. Passez les concours, que l'émission se termine. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Gilles, bonjour monsieur le directeur. Bonjour, allez-y. Je vais dire quand même, je suis quand même alias Parano. Oui. Pour vous dire que moi, je suis pas optimiste, mais je suis réaliste. Parce que maintenant, le Covid, ça a changé. Maintenant, on parle de variants. Alors, maintenant, s'il vous plaît, monsieur le recteur, parlons de variants. Et on sait que ça touche les enfants. Donc, quand on vous dit que les enfants sont plus en sécurité à l'école qu'à la maison, c'est faux. Parce que chaque enfant sort d'une famille différente. Donc, on ne sait pas ce que les enfants brassent dans les rues et dans leur famille. Donc, moi, j'ai une question pour vous, alias Parano. J'ai une question pour vous. Avant que le recteur vous réponde, on est en fin d'émission. Vous préférez quoi? Que les enfants restent à la maison, qu'ils n'aillent pas à l'école? Moi, c'est une question que je vous pose. Ben, écoutez, maintenant, pour le moment, on est rentré trop tôt. On aurait dû attendre encore. Donc, ceux qui ont la possibilité d'avoir une suivi pédagogique, c'est-à-dire continuité pédagogique à la maison, pourquoi pas? Mais là aussi, il y a encore des problèmes au niveau du rectorat. Parce que là, il y a toujours tout un processus qu'on nous fait tourner en rond. Donc moi, je dis. Vous revenez au début de l'émission. Oui. Non, mais je vais me permettre. Oui, vous allez répondre. Merci beaucoup. Il vous répond. C'est pas grave, on fera la boucle. Ouais, la boucle est bouclée après. Bonjour monsieur et bonne année à vous. Je vais juste vous poser une question. Donc, il est parti. Ah oui, mais non, je vais poser comme ça, les éditeurs vont écouter. Quand on laisse les enfants à la maison, on laisse les parents aussi? Ou est-ce que les parents, ils vont travailler? Donc, ils vont peut-être ramener le virus à la maison aussi. Oui. Donc, soit on laisse tout. Si ça circule, les parents aussi circulent. Et je pense que c'est des arbitrages qu'aujourd'hui, comme je disais en début d'émission, les parents d'élèves l'ont fait, même les représentants du personnel l'ont fait, toute la communauté éducative, les maires l'ont fait. On a fait la balance.
Et c'est soit c'est du reconfinement, évidemment, au total. Parce que si on met les familles, c'est comme quand on me demande, et je vais répondre à la question, même Alors si c'est intéressant. Alors c'est intéressant parce que pour ceux qui ont pris l'émission en cours, c'est vrai qu'on l'a dit en début d'émission. Allez-y. On me demande de faire des tests de tous les élèves. Bien. C'est important de le dire quand même. Bah, allons-y. Je teste tous les élèves aujourd'hui. Les jours. On est le mercredi 8. Oui. Après, je les mets où? Parce que s'ils rentrent dans leur famille qui ne sont pas testés, oui, quand ils vont rentrer dans la famille, ils ne sont pas testés, les familles ne sont pas testées. Donc, ça ne change strictement rien. Et comme les familles ne sont pas testées, dans ces conditions, quand ils reviennent, il faut qu'on recommence tous les jours, toutes les semaines. Voilà, donc non, on va cibler, on a une politique de test qui est claire. Dès qu'il y a un cas contact, un cas, on analyse les cas contacts, on teste tout le monde. Et s'il y a des situations délicates, comme celle qui nous est arrivée, je vais le dire une fois à une piscine, c'est-à-dire qu'il y a 3 classes qui vont à la piscine, on n'est pas masqué, et on se rend compte qu'il y a un cas positif, contamination. On fait de l'anténique pour tout le monde. Voilà. Très bien, merci. Ça permet aussi justement de donner des informations qu'on avait données en tout début d'émission. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Je rappelle, Alain Ayang-Le Cam a été notre invité du Grand Forum, recteur de l'Académie de Guyane. Vous pourrez revoir cette émission en Facebook Live et sur notre chaîne YouTube. Merci, monsieur le recteur. Passez une très bonne année 2021, je vous le souhaite. Et rendez-vous à très bientôt sur Radio Pays. Au revoir. À très bientôt et merci. Merci à vous. Avec plaisir. Allez, dans quelques instants, la pub, on va réécouter Myrdad Gazanji avant les infos de 13h. À tout de suite. Radio Pays, 106.3 à Saint-Laurent, partageons l'essentiel. On peut gagner des siècles, gagner du temps. Gagner pour ses ancêtres.